Hello everybody. This is Pascal from Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies. Je vous retrouve pour un épisode spécial sur le conflit en cours et malheureusement toujours en escalade entre le Cambodge et la Thaïlande. Pour nous aider à comprendre la situation, j'ai le plaisir d'accueillir le Dr Digby Ren. Basé à Phnom Penh au Cambodge, le Dr Ren est lié à la région depuis des décennies. Il dirige un cabinet de conseil en risque géopolitique et a été conseiller aux relations extérieures auprès du président de l'Académie royale du Cambodge. Il est également l'éditeur de la très populaire analyse Substack, The Long Mekong, que vous pouvez voir juste derrière lui. Dr Ren, bienvenue à nouveau. Dr. Ren, welcome back. Bienvenue. Oui, c'est vraiment agréable d'être de retour dans l'émission, Pascal. J'apprécie beaucoup votre émission. Yeah, thank you very much, Digby. And we talked about Oui, merci beaucoup, Digby. Nous avons parlé il y a environ 6 mois, ou peut-être un an, la dernière fois, et je suis vraiment content que tu aies accepté de nous donner ton point de vue sur ce qui se passe. Je t'ai aussi contacté parce que tu es citoyen australien, même si tu vis au Cambodge. Donc je pense que tu as en quelque sorte une perspective de tiers sur toute cette région. Une analyse neutre est importante en ce moment. Sur Twitter, ce qu'on voit c'est « Oh, pro-Cambodge, oh, pro-Thaïlande », ce qui est complètement idiot. Mais peux-tu nous donner un aperçu de ce qui se passe réellement en ce moment, alors que nous parlons ce samedi 26 juillet au Japon et à Phnom Penh? Oui. Donc, eh bien, l'élément clé, je suppose, pour revenir à ce que vous disiez à l'instant sur les événements, n'est-ce pas? Tout le monde est soit pro-Cambodge, soit pro-Thaïlande, soit pro quelque chose. Mais oui, c'est une série d'événements. Ce n'est pas comme si c'était nouveau. Cela dure depuis assez longtemps, ce genre d'escarmouche frontalière, au moins depuis les années 1990 et même avant, en réalité. Mais cette série actuelle concerne à l'origine un ensemble de, 7 sites sur leur frontière commune. Cette frontière commune se trouve dans ce qu'ils appellent le triangle d'émeraude, donc le nord-ouest du Cambodge, le nord-est de la Thaïlande, là où il y a aussi la jonction avec le Laos. Voilà un peu la zone. On parle de forêts montagneuses, pas facile à parcourir. Donc, cela se passe là-haut. Maintenant, ces lieux sont ces temples, n'est-ce pas, qui marquent ces sites. Et ces temples sont des temples hindous. Ce sont vraiment de très anciens temples khmers. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que l'Empire khmer était autrefois beaucoup plus vaste, s'étendant jusqu'à ce qui est aujourd'hui le sud du Vietnam, qui faisait à l'origine partie de l'Empire khmer, et des parties de ce qui est aujourd'hui la Thaïlande, au nord-est et au nord-ouest, faisaient également partie de l'Empire khmer. C'est pourquoi on trouve ces constructions, ces temples, sur les montagnes et ce genre de choses. Voilà donc le contexte historique. Mais le vrai problème est bien sûr venu avec le colonialisme. Ce sont les Français et les Britanniques qui ont divisé et tracé toutes les frontières. Ce n'est pas un problème nouveau. Vous savez, ça se produit partout. En Afrique, dans l'Himalaya, partout. Toutes ces frontières tracées par les Britanniques et les Français, vous savez, Sykes-Picot et tout ça, ils ont fait la même chose ici. La Thaïlande n'a jamais vraiment été colonisée, mais elle a été réduite par rapport à l'étendue maximale de son empire, qui datait du 19e siècle. Et donc, elle n'a jamais vraiment accepté de perdre ce qu'elle avait pris aux Cambodgiens lors de son expansion au XVIIe et XVIIIe siècle. Elle a tout perdu. Les Français et les Britanniques ont réduit cela, ont découpé le Cambodge au milieu. Donc aujourd'hui, si vous êtes Cambodgien, vous vous voyez comme coincé entre le crocodile du Vietnam, ce long et mince crocodile qui longe toute la côte de la mer de Chine méridionale, et le tigre de la Thaïlande. Voilà donc les deux grands points. Tout cela devait être très positif et constructif dans le cadre de l'ASEAN, dans le cadre du RCEP, et vous savez, pour le commerce interne avec l'ASEAN. Le Cambodge devait en bénéficier énormément, car il se trouve directement entre le tigre thaïlandais, également un tigre industriel, et le Vietnam,
aussi un crocodile industriel. Cela devait donc être formidable pour le Cambodge. Le pays allait devenir un nœud, un centre pour la fabrication légère, les composants et tout ce genre de choses. Oui, c'est un peu comme la Suisse qui profite d'être située entre l'Allemagne, la France et l'Italie et qui sert de carrefour, non? Et cela peut être très avantageux pour un pays enclavé. Exactement. Et géographiquement, le Cambodge se trouve vraiment au centre de l'Asie. Le port de Sihanoukville, par exemple, est en réalité le point le plus proche pour le transport à travers le golfe de Thaïlande vers Bangkok, en Thaïlande, ainsi que vers la Malaisie et le Vietnam. Donc le Cambodge, vous savez, je pense que la dernière fois que je suis passé dans votre émission, nous avons parlé du fait que le Cambodge est vraiment très bien situé géographiquement, un peu comme la Suisse. Et c'est pour cela que la neutralité est importante, n'est-ce pas? Mais cela semble avoir été complètement oublié. Je suppose que la première question à se poser est comment cet enregistrement entre les... J'ai beaucoup de mal à prononcer ces noms thaïlandais. Oui, c'est Shinawatra, n'est-ce pas? Et il faut donner le contexte pour celle-ci. Donc il y a eu un appel téléphonique, il y a environ 3 semaines, entre la première ministre, Madame Shinawatra de Thaïlande, et le premier ministre du Cambodge, Monsieur Hun Manet. Hun Manet. Et chose amusante, ils sont tous les deux les enfants des patriarches de leur pays, Monsieur Shinawatra du côté thaïlandais et Monsieur Hun Sen du côté cambodgien, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exact. Et ils se connaissent en fait depuis qu'ils sont adolescents. Ce n'est pas comme si les 2 premiers ministres étaient des étrangers. Leurs familles sont assez proches depuis environ 30 ans. Ainsi, la famille Hun au Cambodge, qui détient le pouvoir réel, je dirais, depuis au moins 20, 30, voire 38 ans. Et le clan Shinawatra en Thaïlande, qui a occupé le poste de Premier ministre à 3 reprises. Mais de façon intermittente, en réalité, car ils ont même été expulsés du pays à certaines occasions, puisqu'ils sont particulièrement détestés par une partie de l'establishment politique thaïlandais. Oui, donc, nous devons réfléchir à la structure politique de la Thaïlande et à celle du Cambodge. Il y a essentiellement une triangulation dans les 2 pays. Et la triangulation en Thaïlande, c'est le roi, l'armée et le gouvernement civil. Le gouvernement civil est le plus faible des 3. Et bien sûr, aucun gouvernement ne peut exister nulle part sans l'armée. Ainsi, les factions royalistes et conservatrices en Thaïlande s'allient toujours avec l'armée. Donc, chaque fois qu'il y a un gouvernement civil qui ne leur convient pas, ou qui est trop proche des Américains, ou trop proche des Chinois, ou je sais pas assez proche de quelqu'un, ils ont tendance à être évincés, et l'armée reprend le pouvoir. Et bien sûr, l'armée n'appréciera pas non plus que les gouvernements civils tentent de modifier la législation pour renforcer leur contrôle sur l'armée. Et c'est exactement ce que les Shinawatra viennent de faire. Car sur les 3 premiers ministres issus de la famille Shinawatra, il y a le père, Thaksin, un milliardaire très proche de Hun Sen, puis sa sœur, Yingluck, qui a elle aussi été évincée par l'armée. Cela fait donc 2. Et maintenant, la fille. Et elle vient d'être écartée par la Cour suprême, qui est composée de royalistes conservateurs. Oui. Et la raison pour laquelle elle a été évincée ou suspendue pour le moment, c'est parce qu'elle a eu cette conversation avec Hun Manet. Au cours de cet appel, elle a en fait critiqué l'armée, sa propre armée, pour ses actions. Et il semble que Hun Manet ait maintenant divulgué cet appel téléphonique à la presse. Cela a provoqué un énorme bouleversement en Thaïlande. C'était comme « Oh, comment ose-t-elle nous critiquer ?» Je veux dire, notre Premier ministre a critiqué notre armée.
D'accord. Donc, au Cambodge, la structure est légèrement différente. Il y a le parti, le PPC. C'est le parti de Hun Sen, le parti politique. De loin, ils sont dominants. Et puis il y a l'armée, n'est-ce pas? Donc ils sont ensemble. Mais le roi est pratiquement sans pouvoir au Cambodge. Oui, pratiquement sans pouvoir. Donc la triangulation est un peu différente. Mais oui, ils ont eu cette conversation à cause d'une petite escarmouche qui a eu lieu, comme je vous l'ai dit auparavant, très près de la frontière lao-thaïlandaise, la frontière cambodgienne. Et il y a eu une série de petits événements, vous savez, comme un général qui recevait un groupe de familles. Ensuite, toutes ces familles thaïlandaises ont traversé la frontière vers le Cambodge. Et, vous savez, ils promeuvent cette idée que cela faisait autrefois partie de la Thaïlande. Eh bien, je suppose que cela a fait partie de l'Empire thaïlandais pendant un certain temps. Oui. Et permettez-moi d'ajouter une chose, car je pense qu'il est important de savoir que la CIJ a attribué le temple, qui est au centre de l'attention au Cambodge, mais pas la zone environnante, n'est-ce pas? La zone environnante est censée être démilitarisée. Donc, des deux côtés, il reste une question où se trouve réellement la frontière. C'est exact. Oui, cela a été fait en 1962, et ils ont donc obtenu une décision concernant les temples eux-mêmes. Pas seulement un, mais plusieurs. Mais oui, tu as raison, la zone autour de cela. Je ne suis pas tout à fait sûr de sa taille actuelle, j'ai oublié. Je pense que c'est environ 6, peut-être 42 km². Je ne suis pas vraiment sûr. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu de décision à ce sujet. Donc c'est toujours en litige. Et ça dure depuis toujours, non? Mais la chose, c'est que jusqu'à, disons, l'année dernière, les relations entre les trois pays du Golfe de Thaïlande, donc le Cambodge, la Thaïlande et la Malaisie, étaient vraiment très étroites. Hun Sen, Thaksin Shinawatra et Anwar Ibrahim avaient en quelque sorte formé un petit groupe, une petite triangulation. Et ils travaillaient à résoudre de nombreux problèmes liés aux droits sur le gaz et le pétrole du Golfe de Thaïlande. Et ils faisaient des progrès à ce sujet. Ils avançaient également sur la question du Myanmar et la mise en œuvre du consensus en 5 points de l'ASEAN. Et cela semblait fonctionner. Puis il y a eu un autre développement. L'annonce que le Cambodge allait construire un canal reliant directement le Mekong au Golfe de Thaïlande, ce qui a fortement déplu aux Vietnamiens. Il faut se rappeler que les Vietnamiens ont une grande influence sur l'économie cambodgienne, et ce canal n'a pas été bien accueilli au Vietnam. Suivez-moi bien, car ça va mener à mon propos. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le Vietnam n'a pas été satisfait de cette relation. Le fait que le Cambodge va, en quelque sorte, être détaché, si l'on veut, du Vietnam. Et cela reviendra sur le tapis à la fin, lorsque nous parlerons de qui profite du conflit entre le Cambodge et la Thaïlande. Quoi qu'il en soit, cet appel téléphonique a eu lieu entre Hun Sen et la première ministre, l'actuelle fille, n'est-ce pas? Shinawatra, âgée de 36 ans. Et dans cet échange, oui, elle a critiqué le commandant militaire de la 2e région militaire, qui est la zone concernée ici. Et cet homme s'appelle Busin. C'est une créature des anciennes dictatures militaires, ou juntes, qui étaient au pouvoir et qui ont évincé les autres Shinawatra en 2008 et 2014, je crois. Donc elle les a critiqués. Mais il faut se rappeler que le chef de l'armée a également été nommé par l'ancien gouvernement militaire en 2016, ou quelque chose comme ça. Donc, cette faction militaire royaliste et conservatrice est puissante. Et comme le gouvernement de coalition en Thaïlande comprend 2 partis royalistes militaires dans sa coalition, maintenant, l'un d'eux est parti. Mais il conserve toujours une majorité avec ce parti soutenu par l'armée. Donc, ce qu'il faut imaginer ici, c'est qu'il existe des problèmes internes en Thaïlande, une lutte de pouvoir en Thaïlande liée à l'armée. Exactement de quoi il s'agit, je suppose que cela reste à déterminer. Nous pouvons en parler aujourd'hui. Et puis,
il y a des pressions extérieures. Maintenant, les pressions extérieures, il y en a tellement. Les tarifs des États-Unis, l'ASEAN, le Myanmar, la déstabilisation là-bas. Le Vietnam n'est pas content de perdre une partie du contrôle sur le marché cambodgien. Je pense que c'est aussi lié aux infrastructures. L'ouverture de toute l'ASEAN aux chemins de fer, aux autoroutes, etc. Cela joue également un certain rôle, à mon avis. Donc il y a, selon moi, 3 facteurs externes. Et le facteur interne en Thaïlande, c'est que l'armée ne veut pas être contrôlée par le gouvernement civil. Cela semble être l'élément déclencheur. Alors, où allons-nous maintenant? Allons-nous assister à un nouveau coup d'État militaire? Ou bien le gouvernement va-t-il être légèrement déstabilisé, avec un remaniement du pouvoir à l'intérieur du gouvernement actuel, mais avec une armée qui aura plus de contrôle? Je pense que c'est probablement dans cette direction que l'on se dirige. Oui, et je dois ajouter, vous savez que Yingluck Shinawatra était la tante du Premier ministre, je veux dire, celui qui vient d'être évincé. Elle a été évincée, puis nous avons eu, je crois que c'était 7 ans, non? 7 ans de contrôle militaire, où l'armée a en fait nommé l'ensemble du Parlement, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a eu cette transition vers un contrôle vous savez, à moitié-moitié du Parlement, il y a seulement 2 ou 3 ans. Oui, 3 ans. Il y a 3 ans, n'est-ce pas? Donc oui, vous avez un gouvernement de coalition, et dans cette coalition, il y a des partenaires royalistes et militaires. Ils ne vont donc pas forcément aider les Shinawatra. De plus, la famille Shinawatra est à la tête du 2e plus grand parti. Je veux dire, le plus grand, celui qui a remporté le plus de sièges, a en fait été un peu mis de côté et écarté parce qu'il avait un leader antimonarchiste. Donc elle a toujours été une première ministre faible. Mais son principal atout était bien sûr d'être la fille de M. Shinawatra qui est revenu, il a été exilé pendant longtemps, et qui est considéré, tout comme Hun Sen au Cambodge, comme le patriarche officieux du parti. Oui, je pense que c'est juste. Donc pour être honnête avec vous, je pense que les 2 premiers ministres, Shinawatra et Hun Manet, sont tous les 2 très inexpérimentés. Ils sont jeunes, et ce sont tous les 2, oui, les héritiers de leur père premier ministre. Mais je pense qu'ils manquent tous les 2 un peu d'expérience, et qu'ils n'auraient peut-être pas très bien géré cela seuls. Mais revenons à l'appel téléphonique, à la façon dont il a été rendu public, n'est-ce pas? Oui, s'il vous plaît. Et aussi, pouvez-vous parler du côté cambodgien, de Hun Manet et de la structure du pouvoir là-bas? Hun Sen est-il toujours aux commandes ou s'est-il effacé? Hun Sen est le président du parti, le PPC, Parti du peuple cambodgien, qui est de loin le parti le plus puissant du pays. Il occupe ce poste et il est également président du Sénat. Il détient donc encore une quantité énorme de pouvoir réel et il guide l'accession de son fils au poste de Premier ministre. Il doit encore, je suppose, passer par un autre cycle électoral. Donc une fois que Hun Manet aura au moins 5 à 10 ans d'expérience, alors je pense que cela pourrait probablement durer plus longtemps. Soyons réalistes. L'économie cambodgienne est assez stable. Elle affiche encore plus de 5% de croissance, même avec tous les problèmes extérieurs, les tarifs douaniers, etc. Donc, vous savez, la région continue de croître. Ce n'est pas la question. Et on pourrait dire la même chose de la Thaïlande. J'ai regardé hier, j'ai examiné les importations-exportations, la bourse et la monnaie. Maintenant, la monnaie a un peu souffert, mais en ce qui concerne la bourse, il ne s'est rien passé du tout. Elle n'a tout simplement pas changé. Donc on peut dire qu'il n'y a pas d'effet causal provenant des flux de capitaux. Donc on peut écarter cette hypothèse. Et, chose étrange, les importations-exportations non plus n'ont pas vraiment beaucoup changé. Cela ne semble donc pas être un effet dominant non plus. Donc oui, il faut vraiment se concentrer sur les facteurs internes.
So yeah, we really need to concentrate on the internals. Now in Cambodia, there is no internal. Actuellement, au Cambodge, il n'y a pas de lutte interne. Mais il est vrai que Hun Manet n'est pas encore très solide. Je veux dire, vous savez, c'est un jeune homme, et son père est toujours au pouvoir. Et il existe certaines luttes institutionnelles au sein du Cambodge, vous savez, entre les ministères. C'est traditionnellement et historiquement vrai, je suppose. Donc, certaines familles se disputent des postes au sein du gouvernement, ce genre de choses. Et cela s'est plutôt calmé, mais ça continue encore. C'est toujours en cours, d'une certaine manière. Maintenant, ce qui est étrange, c'est la façon dont cet appel téléphonique a été rendu public. Hun Sen a déclaré que 80 personnes figuraient sur la liste et ont pu écouter cet appel téléphonique. On the list were able to listen to this phone call, and somebody who didn't like the Thai government released. Et quelqu'un qui n'aimait pas le gouvernement thaïlandais a rendu publique la conversation téléphonique. C'est ce qu'il a dit, les 9 minutes originales. Et dans ces 9 minutes, oui, les Shinawatra ont dit que Buson, ce deuxième militaire thaïlandais responsable de la zone frontalière, était le problème et qu'ils agissaient contre les intérêts du gouvernement civil. Eh bien, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Je pense que tout le monde le savait déjà, mais cela a été rendu public. Maintenant, ce qui est étrange, c'est, peut-on faire confiance à Hun Sen? Si vous devez avoir une conversation privée avec lui, et qu'ensuite cette conversation est rendue publique, je pense qu'il va désormais y avoir un élément de méfiance envers Hun Sen. La question cependant est la suivante. Cela a-t-il été fait intentionnellement pour déstabiliser le gouvernement Thaksin ou s'agissait-il d'un saboteur? Je veux dire, la différence est en réalité assez importante, mais dans tous les cas, on ne peut plus faire confiance aux canaux de communication. Et évidemment, si elle a dit cela, c'est qu'elle avait confiance que cela resterait privé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc oui, cela reste encore inconnu. Je veux dire, je ne sais pas vraiment qui l'a divulgué. Est-ce que c'était intentionnel ou bien une sorte de trahison, quelqu'un qui l'a laissé filtrer? Mais j'imagine qu'il n'y a rien de vraiment révélateur dans cet appel téléphonique. Pas vraiment. Je veux dire, la pire chose qu'elle dise concerne l'armée, non? Eh bien, à peu près tout le monde qui s'intéresse à la politique thaïlandaise sait que c'est ce qui se passe dans l'armée. Mais ce type, je me suis penché sur lui et j'ai écrit un article sur Substack il y a environ 2 semaines en examinant de près sa carrière. Il a été promu pendant la période de la junte militaire et il vient d'être promu à nouveau. Donc il est le chef du 2e groupe d'armée et c'est lui qui est à la frontière, le Thaïlandais à la frontière. Oui, très nationaliste. Et il vient de là-bas. Il est né là-bas. Il a grandi là-bas. Il a gravi les échelons. Il a servi dans l'armée dans cette région. Donc il la connaît vraiment bien. Ce n'est pas comme s'il avait simplement été parachuté et mis aux commandes. Il connaît vraiment son sujet là-bas. Et il a été, oui, un provocateur en fait. Presque toutes ses actions ont été provocatrices, mais il a été promu pour cela. Cela vous indique donc qu'au sein des factions militaires royalistes et conservatrices du gouvernement thaïlandais, ils soutiennent cela. Et ils le soutenaient avant que la situation ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Cela signifie donc qu'ils voulaient que cela arrive. C'est donc le fruit d'une certaine forme de planification menant à cette agitation. La question est donc, qui en profite? Est-ce vraiment une affaire interne? Ou bien se passe-t-il quelque chose de plus vaste, d'externe? Oui, et aussi, du côté cambodgien, vous savez, pour l'instant, les 2 parties affirment que c'est l'autre qui a tiré le premier. Ce que l'on sait, c'est que des 2 côtés, il y a eu des explosions de mines terrestres et des échanges de tirs. Cela s'est déjà produit par le passé et à plusieurs reprises. Mais ce que nous voyons maintenant, à mon avis pour la première fois, ou du moins je n'en avais pas entendu parler auparavant, c'est l'utilisation d'artillerie lourde. Nous avons vu ces vidéos du côté cambodgien, tirant, je ne sais pas,
des lance-roquettes multiples, n'est-ce pas? Et touchant même une station-service et un complexe hospitalier en Thaïlande. Maintenant, les Thaïlandais sont furieux de voir non seulement des cibles militaires, mais aussi des cibles civiles être touchées. Pouvez-vous en parler un peu? Oui, eh bien rien de tout cela n'est bon. Et en fait, Hun Sen, ils ont réintroduit la conscription au Cambodge, ce qui est assez intéressant à faire en ce moment. Je veux dire, récemment, ou en réaction à cela, oui, il y a 2 semaines, il a fait une annonce disant que la conscription avait été réintroduite. Donc je pense que les femmes peuvent être exemptées, mais tous les jeunes hommes doivent la faire. Ils essayent donc clairement de renforcer un peu leurs effectifs. J'ai regardé la structure de commandement de l'armée cambodgienne. Ils ont envoyé leur 2e plus haut général dans cette région et lui ont donné, oui, de l'artillerie et des roquettes, et ils les ont utilisées. Vous savez, nous ne sommes toujours pas dans une guerre organisée au niveau divisionnaire ou même régimentaire ou quoi que ce soit de ce genre. On n'en est pas encore là. On parle d'actions assez isolées. Enfin, je ne dirais pas que les cibles qu'ils ont choisies étaient aléatoires. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit simplement de l'utilisation d'une pièce d'artillerie, d'un lance-roquette, d'une mort. Au départ, il n'y a eu qu'une seule victime, un soldat tué. Du côté cambodgien, oui, oui, et par des troupes sous le commandement de ce général Bun Son, n'est-ce pas? Oui. Et aussi, les lance-roquettes que nous avons vus jusqu'à présent ne semblent pas, à mon avis, reliés à ce type de système radar plus vaste. C'est plutôt quelque chose que l'on pointe dans une direction avant de tirer. Et ça touche ce que ça touche, ce qui est déjà assez grave. Mais cela ne ressemble pas à une approche coordonnée de la part de Phnom Penh pour faire exploser une station-service. C'est ça. Non, c'est encore assez, disons simplement que c'est improvisé. Mais c'est justement ce qui le rend si dangereux, car ce sont désormais des commandants individuels, parfois imprudents, sur le terrain, qui pourraient déclencher des choses bien pires, non? Ces personnes relèvent de structures de commandement, mais elles agissent ensuite de manière indépendante sur le terrain. Oui, donc maintenant, on parle plutôt d'un niveau bataillon, c'est-à-dire environ 100 à 1000 soldats maximum, qui opèrent, creusent des tranchées et mettent en place des zones de sécurité, etc. Écoutez, d'après ce que je comprends, il y a très peu d'armement réel acheminé vers la zone frontalière, en dehors du fait qu'il est difficile d'y accéder. Et le Cambodge ne dispose pas d'une grande force aérienne, ni même d'hélicoptères ou de drones. Ils n'ont vraiment cette capacité sophistiquée de patrouille frontalière du point de vue Burkess. Je veux dire, je pense que ce serait mieux s'ils le faisaient, vraiment. Peut-être qu'ils utilisent cela comme excuse pour en partie le faire, parce qu'ils en ont réellement besoin. Et je pense que la Thaïlande aussi. Alors, regardons les faits. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y a des armes là-haut. Oui, le commandant sur le terrain peut faire des erreurs. Mais il semble que Busan, le Thaïlandais, sait ce qu'il fait, parce que chaque étape a été assez bien calculée, et cela n'a fait qu'attiser et amplifier un peu la situation. Mais il semble qu'il y ait une sorte de plan du côté thaïlandais, clairement. Il y a une forme de contrôle. Mais puis-je parler un peu des facteurs externes? Oui, exactement. Parce que je voudrais aussi demander, il y a toujours ce soupçon que les autres, les Américains et peut-être les Chinois, pourraient avoir des intérêts en jeu. Cependant, d'après ce que je sais de mes propres visites en Thaïlande, les Américains ont des complexes beaucoup plus grands et des bases de la CIA, en fait, de l'autre côté de la Thaïlande, autour de la Chine, ainsi qu'un immense consulat à Chiang Mai. Cela se trouve à la frontière avec le Myanmar. Nous parlons de l'autre côté de la frontière, où je ne suis pas au courant d'une implication américaine, mais en sais-tu quelque chose?
US involvement, but do you know anything? Well, look, I mean, there's always US involvement. Eh bien, écoutez, je veux dire, il y a toujours une implication des États-Unis qu'on ne peut pas négliger ou discréditer. Vous savez, les États-Unis sont très actifs. Et ça, vous le savez tous. Regardez, le premier événement, le premier genre de problème, c'était en février, et c'était très discret. Et je pense que c'était vraiment lié à la lutte politique interne en Thaïlande à ce moment-là. Puis, quand l'affaire Shangri-La est arrivée, c'était en mai, tout cela a vraiment commencé à prendre de l'ampleur après Shangri-La, après que les Américains ont appelé, vous savez, à un réarmement et à dépenser plus d'argent pour les armes, etc., etc. Et soudainement, ces choses se transforment en véritables zones de conflit, n'est-ce pas? Alors, vous savez, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Est-ce qu'il y a une connexion ici? Je pense qu'il y a une connexion. Il y a une certaine corrélation, mais de là à dire que c'est causal, je ne peux pas l'affirmer. Mais il est certain, on peut clairement dire que Pete Hegseth était à Shangri-La, à Singapour, en disant que tout le monde doit dépenser plus, que la Chine est vraiment dangereuse, que l'Asie du Sud-Est est menacée. Et puis littéralement, et il a rencontré Hun Manet, n'est-ce pas? À Shangri-La. Il a rencontré Hun Manet. Et Hun Manet a aussi rencontré les Français. Et maintenant, les Français sont également impliqués dans cette affaire. Macron fait un peu semblant d'être un médiateur aussi. Et il y a eu, Hun Manet est parti en France et a rencontré les Français. Ils ont également discuté des menaces en Asie du Sud-Est. Apparemment, Hun Manet a invité Macron à aider à la médiation. Mais ce que nous avons découvert, c'est qu'Anwar Ibrahim en Malaisie, bien sûr, avait été inclus dans ce genre de... Vous savez, il avait déjà été étroitement impliqué avec Thaksin Shinawatra et avec Hun Sen. Ils entretenaient tous les trois une très bonne relation. Il est donc évident qu'ils ont recommencé à discuter discrètement. Et il a servi de médiateur. Ibrahim a négocié un cessez-le-feu. Mais le porte-parole du ministère des Affaires étrangères thaïlandais a déclaré ce matin que non. Les Thaïlandais n'allaient pas accepter le cessez-le-feu. Donc je suppose que nous allons voir encore quelques tirs sporadiques à travers la frontière et davantage de troupes déplacées là-bas. Mais écoutez, un cessez-le-feu, je veux dire, ce n'est pas comme s'il y avait un territoire occupé à ce stade. Ils respectent encore plus ou moins la zone frontalière, de manière générale. Il y a quelques mouvements, mais il n'y a pas encore de véritable combat. Donc la question est, pourquoi les Thaïlandais ne veulent-ils pas de cessez-le-feu? Qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment à obtenir dans cette affaire? Pensez-vous qu'ils espèrent obtenir un temple ou un résultat quelconque? Est-ce vraiment ce qu'ils veulent? Mais en attendant, ce que nous constatons, c'est que de nombreux produits thaïlandais ont disparu des rayons au Cambodge et que de nombreux produits vietnamiens les ont remplacés. Donc, je pense que les Vietnamiens en ont tiré certains avantages commerciaux. Et je me demande si cela n'est pas lié d'une manière plus large. C'est difficile à dire. Mais il est clair que le Vietnam a une grande influence sur le gouvernement ici au Cambodge. Ils ont vraiment leur mot à dire. Et, vous savez, je n'ai pas vu le Vietnam s'exprimer beaucoup à ce sujet, à part dire qu'il faudrait simplement parvenir à la paix. Je veux dire, ils restent en dehors de tout cela, mais ils en tirent clairement des bénéfices commerciaux. Et cela leur donne aussi, je pense, plus d'influence politique. Probablement. Mais vous savez, si l'on regarde cela du point de vue de l'ASEAN, c'est un peu le pire scénario possible. Car la dernière chose que vous souhaitez, c'est que vos membres se battent ouvertement entre eux. C'est déjà suffisamment grave qu'en Birmanie, il y ait une guerre civile. Mais pour le reste, vous savez, Anwar Ibrahim, en Malaisie, mais aussi l'Indonésie, ils sont fiers d'essayer de tenir l'ASEAN à l'écart de ces conflits géopolitiques, de ces manigances, n'est-ce pas? Et de maintenir une position neutre. D'ailleurs, Anwar Ibrahim le dit lui-même.
Et maintenant, deux de vos principaux membres, au moins la Thaïlande, qui est un acteur majeur de l'ASEAN, n'est-ce pas, entrent en conflit ouvert. Donc si l'on suppose qu'il y a aussi des intérêts extérieurs en jeu, alors, vous savez, cela ne peut pas être dans l'intérêt de l'ASEAN, n'est-ce pas? L'ASEAN devrait avoir tout intérêt, en ce moment, à faire en sorte que cela s'apaise le plus vite possible et que l'on revienne à des négociations entre les deux parties. Il n'y a aucun doute là-dessus. La centralité de l'ASEAN est la chose la plus importante. Tout le monde au sein de l'ASEAN le sait. Chaque gouvernement, chaque ministre, ils le savent tous. C'est donc leur priorité absolue, sans aucun doute. Personne ne veut diviser l'ASEAN. D'un autre côté, les Américains ne sont pas particulièrement satisfaits que l'ASEAN maintienne sa neutralité en tant que bloc commercial et qu'elle soit en fait le principal partenaire commercial de la Chine tout en protégeant le flanc sud de la Chine. Sans aucune preuve d'une quelconque implication, nous dirions que s'il y a un conflit ouvert et que les deux camps vont acheter plus d'armes, cela profiterait probablement, potentiellement, à la position des États-Unis, qui aurait alors un argument solide pour dire « Regardez, la Thaïlande, vous devriez nous avoir comme protecteurs, non? Nous devrions avoir quelques bases supplémentaires et un peu plus de personnel américain. » Je veux dire, sans avoir la moindre preuve que c'est ce qui se passe. Oui, eh bien, c'est exact. On ne peut pas vraiment le prouver. Mais ce que l'on peut dire, ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'il y a un niveau élevé d'implication américaine, à la fois au Myanmar et aux Philippines. L'un est maritime, l'autre est continental en termes réels. Le Myanmar est essentiellement continental. Il a bien sûr un littoral, mais c'est un très grand pays. Et il est déstabilisé depuis au moins 10 ans. Et maintenant, déstabiliser la Thaïlande. Cela va certainement fracturer l'ASEAN. Écoutez, est-ce qu'on veut que l'ASEAN finisse par ressembler à l'Europe? Bien sûr que non. Rien ne devrait ressembler à l'Europe. Je veux dire, c'est déjà assez grave d'avoir une Europe. Eh bien, je pense que c'est ce que les Américains ont effectivement réussi à faire s'ils ont subordonné l'Europe à leurs plans mondiaux. Et je pense qu'ils essayent de faire la même chose en Asie. Et je pense que c'est vrai. Qu'il y ait ou non une intervention directe à Bangkok, vous savez, en manipulant les choses là-bas, c'est très difficile à dire. Il n'y a aucune preuve matérielle de cela. Je n'ai aucune déclaration en ce sens. Mais regardez, il y a clairement un certain lien et une corrélation. Trouvez la cause, le lien de causalité. Le lien de causalité direct. Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent cela en ce moment. Mais du point de vue de la Chine, je ne vois pas en quoi cela leur serait particulièrement bénéfique. Cela ne les aide pas du tout. Ce n'est pas bon pour les affaires, c'est leur principale préoccupation. Ce n'est pas bon pour la stabilité, c'est une autre préoccupation majeure. Donc oui, cela ne semble pas positif. Et vous savez, puisque nous sommes dans le domaine de la spéculation, et encore une fois, je n'ai aucune indication à ce sujet, mais M. Thaksin Shinawatra a prononcé des discours à son retour, indiquant qu'il est également aligné avec Ibrahim, et ainsi de suite, vous savez, la partie neutraliste, en disant par exemple, « Nous ne sommes pas pro-chinois, mais nous maintenons une indépendance stratégique. » Et si en interne, l'armée, qui a toujours eu une relation plus étroite avec les Américains, s'il y a une lutte de pouvoir entre eux, alors, eh bien, il y aurait une logique à renforcer l'armée face au gouvernement Shinawatra. Voilà. Donc, comme vous venez de le dire, ce serait probablement l'idée. On verrait soudainement une augmentation du budget de la défense, n'est-ce pas? Parce que tous les pays de l'ASEAN ne consacrent qu'environ 1,5% de leur PIB. Et qu'est-ce que les Américains leur demandent? De dépenser 3,5%. C'est un indicateur stupide. On ne fixe pas un budget pour ensuite se demander quel type de menace peut-on inventer.
On regarde les problèmes que l'on a. Et le mieux, c'est que si l'on n'a pas de menace, alors on n'a pas besoin d'un gros budget. Mais c'est pas cette logique qui prévaut. Désolé. But now we have a threat, right? Mhm. And Mais maintenant, so is that- nous avons une menace, n'est-ce pas? Et donc, est-ce que c'est la partie causale? Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est, vous savez, XF allant à Singapour, disant qu'il faut dépenser plus d'argent là-haut? Et donc, eh bien, on va juste avoir ce petit accrochage qui vient vraiment du côté thaïlandais. Vous savez, on ne peut pas dire que cela a été déclenché par les Cambodgiens. Je pense que ce serait très difficile à justifier. Je pense que vous verrez que cela se situe particulièrement dans le camp de ce général thaïlandais, Busin. Maintenant, il prend sa retraite en septembre. Donc, à mon avis, l'issue viendra probablement après septembre. Il ne sera donc plus général en activité dans l'armée. A serving general in the army, and as we all know in Thailand, what happens to generals that do Et comme nous le savons tous en Thaïlande, ce qui arrive aux généraux qui font ce que les conservateurs et les nationalistes souhaitent, c'est qu'ils sont promus dans le prochain gouvernement. Donc je pense qu'on peut voir qu'il est en train d'être positionné pour un rôle au sein du gouvernement, soit comme prochain chef du gouvernement, soit peut-être comme chef de l'armée ou ministre de la Défense, quelque chose dans ce genre. C'est ce qui semble se dessiner. Donc, pour ce qui est du calendrier, je pense que ce sera probablement en septembre. Je pense que Busin a beaucoup à voir avec cela. Ce général, ce lieutenant-général, je pense qu'il fait vraiment partie de tout ce processus. I think he's really part of the whole thing. So I've been looking closely. J'ai donc examiné de près ses promotions, ses actions et ce qu'il va faire en septembre. Et il semble qu'on le prépare à un poste très élevé au sein du gouvernement. Et comme vous l'avez dit, l'armée va devenir plus pro-américaine. Peut-être qu'ils vont acheter plus d'armes. Peut-être même que le Cambodge va dépenser davantage pour l'armement. Je ne sais pas. Mais en théorie, ce ne sont pas censés être des armes chinoises, n'est-ce pas? Ou des armes russes. Les mines terrestres au Cambodge seraient apparemment russes. Je ne sais pas si c'est vrai. Et les mines terrestres en Thaïlande seraient américaines. Je ne sais pas si c'est vrai. And the landmines in Thailand are American. I don't know if that's true. Do you have any Avez-vous une idée de la façon dont la partie cambodgienne perçoit la situation actuellement? Je veux dire, le Cambodge doit avoir intérêt à désamorcer cette crise. Il ne peut pas être dans l'intérêt de Phnom Penh de voir un différend ouvert dégénérer en guerre avec un voisin qui, du moins sur le papier, dispose de beaucoup plus de puissance de feu, n'est-ce pas? Il doit donc y avoir un intérêt à apaiser les tensions. Alors, quelle est la position de Phnom Penh? You could have said that about the Ukraine and Russia. You know, why would you? On aurait pu dire la même chose à propos de l'Ukraine et de la Russie. That's true. Tu sais, pourquoi s'en prendre à son grand voisin? For Cambodia, Oui, c'est vrai. Je ne pense pas que le Cambodge ait quoi que ce soit à y gagner, ce qui me fait penser que Hun Sen n'a probablement pas délibérément divulgué cet enregistrement, non? Même si bon, c'est possible, mais je n'y crois pas trop. Ça me paraît étrange. Mais bon, de toute façon, je ne vois pas vraiment d'avantage pour le Cambodge. Ça ne leur donne une bonne image auprès de personne. Et ils ont toujours cette histoire de droit de douane qui leur pend au nez. And they've still got this tariff thing hanging over their head. They have to do that. So, Ils sont obligés de le faire. Donc, vous savez, le timing est très étrange. Je ne crois jamais aux coïncidences, Pascal. Mais je ne peux pas encore établir ces liens de causalité ici, au Cambodge. Ce n'est pas bon pour l'économie. Ce n'est pas bon pour la population. Oui, ça fait la une des journaux, des médias et tout le reste, et tout le monde est en colère dans la rue. Mais ils ne peuvent pas mener une guerre. Et même s'il y avait une guerre, ils ne pourraient pas la gagner. Et ils se battent dans des zones où c'est la jungle. Je veux dire, vous savez, ces choses sont justes. Oui, mais je veux dire, lorsque nous prenons du recul par rapport à l'approche rationaliste, en considérant ce qui est bon pour la nation, et que nous nous tournons vers ce qui est bon pour les factions, on peut voir comment en Ukraine, la guerre a été bien sûr horrible pour l'Ukraine et les Ukrainiens.
et aussi pour les Russes. Mais on peut voir à quel point cela a été très bénéfique pour l'élite au pouvoir à Kiev. Je veux dire, ils ont accumulé de l'argent et du pouvoir, et ils ont réussi à s'en emparer et à établir ce lien avec l'extérieur. Donc, sacrifier son pays pour s'ancrer soi-même. Et si l'on part de l'idée que l'armée et les militaires thaïlandais voulaient se débarrasser du gouvernement Thaksin, ou au moins le diminuer, alors c'était aussi une sorte de victoire. Et du côté cambodgien, y a-t-il quelque chose à gagner avec une montée du nationalisme dans la rue, pour le parti, etc. Seulement dans le sens où cela pourrait renforcer un peu la position de Hun Manet. Vous savez, parce qu'il était perçu comme, je ne dirais pas, disons simplement inexpérimenté. Donc je pense que cela pourrait l'endurcir un peu et aussi aider à mettre l'armée plus fermement derrière lui sous son contrôle. Je pense que c'est possible, oui. Sur le plan économique, cela aligne aussi un peu leur économie. Ils doivent faire preuve de discipline concernant les tarifs, de discipline par rapport à leur complexe militaro-industriel. Même s'il est très petit, mais ils en ont quand même un. Et oui, un contrôle plus ferme sur l'armée proprement dite. Oui, je suppose que ce sont des points positifs pour le gouvernement au Cambodge. Mais dans l'ensemble, avoir des difficultés avec la Thaïlande au sein de l'ASEAN, etc., je pense que le bilan négatif l'emporte sur tout avantage qu'ils pourraient obtenir en interne. Je ne pense pas que cela fonctionne très bien pour eux. En ce qui concerne l'ASEAN, il me semble que le grand gagnant dans tout cela, c'est le Vietnam. Ils bénéficient d'une plus grande visibilité commerciale. Ils ont conclu leur accord sur les tarifs très rapidement. Il y a un tarif de 40% sur les biens intermédiaires en provenance de Chine. Le Cambodge est devenu une sorte de pays intermédiaire, un centre de transport pour les marchandises chinoises à destination de toute l'ASEAN. Cela pourrait donc aussi être lié. Mais la Thaïlande, elle aussi, connaît un essor industriel. Ils construisent de nouvelles usines de véhicules électriques. Mais leur économie est un peu en désordre. Soyons honnêtes, leur économie est un peu en désordre. Ces tarifs douaniers ne vont pas aider. Donc oui, dans l'ensemble, je pense toujours que la plupart de ce problème est une lutte de pouvoir interne entre factions, comme vous venez de le mentionner, à l'intérieur de la Thaïlande. Je pense que c'est le principal moteur de cette situation. Et qu'il y a aussi certains avantages externes qui en découlent. Le Vietnam, par exemple, en profite en tant que marché d'exportation local et accroît son influence politique au Cambodge. Et puis, comme vous l'avez dit, il est possible que l'armée américaine en tire aussi des avantages en Thaïlande. C'est possible également. Dans ce cas, votre point de vue sur le scénario le plus probable serait que nous avons des intérêts institutionnels à maintenir. Pour l'instant, une certaine forme d'escarmouche, mais que les deux camps voudraient sans doute éviter d'aller jusqu'à, vous savez, une invasion pure et simple. Oui, c'est ce qu'il semble. Donc les gens essaient de tirer parti de la situation pour obtenir un avantage dans ce dont nous venons de parler, que ce soit sur le plan économique, politique, militaire ou géopolitique. Je pense, oui, que c'est ce qui se passe. Comme tu l'as dit, ils vont laisser la situation s'envenimer tant que cela leur sera utile. Et je suppose qu'on peut relier cela, comme je l'ai dit, à la démission de Buzin de l'armée en septembre, puis à sa préparation pour un poste civil et politique, à la fin des discussions sur les tarifs douaniers et à la décision concernant l'impact sur les biens intermédiaires en provenance de Chine. Et puis oui, la déstabilisation partielle de l'ASEAN. Cela m'inquiète beaucoup. Le Myanmar, la Thaïlande, les Philippines, ce n'est pas bon. Je suppose qu'il y a un aspect quelque peu positif que je peux voir ici. Et c'est les BRICS. Et cela parce que le Vietnam, la Malaisie et l'Indonésie font désormais partie des BRICS. Oui.
So that makes a southern arc around Asia. Cela forme donc un arc sud autour de l'Asie. Right. Mais la Thaïlande est un pays partenaire, n'est-ce pas? You can see that Oui. there's Je constate donc qu'il n'existe pas de cadre institutionnel au sein des BRICS pour organiser ce genre de choses. Je ne suis donc pas sûr de la manière dont cela pourrait être fait. you can see that Mais on voit bien que la Chine, la Russie et l'Inde ont toutes leurs mots à dire au sein des BRICS. a say in Et les Philippines se trouvent à l'intérieur de ce cercle, celui du Vietnam, de la Malaisie, de l'Indonésie. Les Philippines en font en quelque sorte partie. Je pense donc qu'il pourrait aussi se passer quelque chose d'intéressant à observer de ce côté-là. there might be something going on in that as well that's worthwhile having a look at. And then the last thing that I would mention, I suppose, is UNESCO. Et puis la dernière chose que je voudrais mentionner, je suppose, c'est l'UNESCO. And these Les Américains viennent de se retirer de l'UNESCO. Et ces sites de temples, qui font l'objet de conflits entre la Thaïlande et le Cambodge, ils ont tous le statut de patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh bien oui, oui. Donc si les Américains ne font pas partie de l'UNESCO, alors on ne peut pas leur dire, ou personne ne va leur dire, « Oh oui, c'est un site du patrimoine. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. » Les Américains peuvent dire, « Eh bien, nous ne faisons pas partie de l'UNESCO. Nous n'avons rien à voir avec ça. » Donc je ne pense pas que ce soit une bonne chose non plus. So I don't see that that's good either. Did you Very- hear any talk about Avez-vous entendu parler, vous savez, de la Chine, de l'Inde, de la Russie, les trois grands États proches des BRICS, qui appelleraient le Cambodge et la Thaïlande à négocier? Je veux dire, si les BRICS intervenaient pour dire « Nous allons maintenant œuvrer pour la paix et créer un cadre institutionnel, un mécanisme qui pourrait être utilisé », ce serait une grande avancée pour les BRICS. Oui. Eh bien, les BRICS n'ont pas de cadre institutionnel pour ce genre de choses. Alors, où cela mène-t-il? Et nous savons que les États-Unis n'aiment rien de multilatéral. Ils détestent tout simplement ça. Oui, ils n'aiment rien qui favorise la paix, si l'inverse renforce leur position. Donc l'émergence de la paix est toujours un cauchemar à Washington. Yes, well, the irony of that, right? Oui, So, eh bien, um, c'est yeah, ironique, so they don't n'est-ce like pas? any of the multilateral, so Donc, it's oui, definitely ils n'aiment interested aucune down des the organisations path. multilatérales. Uh, Il est donc clairement dans l'intérêt de l'ASEAN d'agir de manière multilatérale. Je pense que cela peut se faire de manière informelle au sein des BRICS. Ce serait probablement utile, mais pas dans le cadre du RCEP. Je ne pense pas que ce soit possible là-bas, même si je pense que les Australiens pourraient avoir un effet positif là-dessus s'ils le voulaient. Je trouve que l'ambassadeur actuel, ici au Cambodge, semble faire du bon travail, et leur soft power a beaucoup augmenté cette dernière année. Ils ont été très actifs, et je pense que les Australiens pourraient, peut-être, juste peut-être, Gareth Evans, qui connaît bien le Cambodge, la Thaïlande et tout ce genre de choses. Il était justement en Chine, et Anthony Albanese, écoutez, ce serait peut-être quelque chose dans lequel les Australiens pourraient s'impliquer. Pourquoi pas? Je veux dire, l'Australie, l'Indonésie et la Malaisie plaident pour une action commune, un plan d'action, ce qui serait quelque chose de positif venant de la région. Oui, quelque chose comme ça. Oui, même vous savez, au Japon et en Corée du Sud aussi. Je pense qu'ils devraient tous en parler, et vous savez, pas les Européens ni les Américains, n'est-ce pas? Il faut essayer de garder la centralité axée sur l'ASEAN, et ensuite, vous savez, l'Asie au sens large, l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est, les pays du RCEP. Pourquoi pas? La question est, bien sûr, de savoir comment atteindre les bonnes personnes qui prennent réellement les décisions, si même le Premier ministre n'a pas véritablement le contrôle des forces armées. Il faut donc, d'une manière ou d'une autre, adopter une approche de militaire à militaire. C'est un bon point, Pascal. Je pense que, tu sais, en ce qui concerne l'armée cambodgienne, ce n'est pas un problème. Mais clairement, en ce qui concerne l'armée thaïlandaise, c'est toujours un peu, c'est tellement opaque, non? On ne peut pas vraiment voir. Tout n'est que fumée et miroir, vraiment.
Je veux dire, ils sont tellement enracinés dans le gouvernement et dans l'économie. Tu sais, l'armée en Thaïlande ne peut pas être séparée. Et le roi, l'armée, les conservateurs et les royalistes, ça ne peut pas être dissocié. Oui, et malheureusement, l'actuel roi n'est pas, disons-le ainsi, connu pour être une personnalité prudente ou clairvoyante. Exactement. Donc il n'y a probablement rien à attendre de sa part. Mais ses partisans, ses soutiens, vous savez, les royalistes conservateurs, tous les nationalistes, écoutez, ils ne sont pas assez nombreux pour obtenir une majorité au gouvernement. Non, ils l'ont simplement perdu. Ils ont perdu une majorité clé au profit du parti qui voulait réellement limiter l'influence royale. Même les lois de lèse-majesté, les célèbres. La question pour moi maintenant est, qui, dans la région, entretient une relation suffisamment bonne avec l'armée thaïlandaise pour pouvoir parler aux personnes là-bas, qu'il faudrait convaincre qu'il n'est pas dans leur intérêt de laisser cette situation s'envenimer, et qu'il vaudrait mieux négocier une sortie. Donc si quelqu'un qui écoute a une idée et sait comment créer quelque chose, n'hésitez pas à le partager. Oui, non, c'est une question difficile. Mais il va certainement falloir que quelqu'un parle à l'armée thaïlandaise. Qui ce sera, je ne sais pas. Mais écoutez, la situation va continuer à couvert. Je pense que ça va durer encore un moment. Et le mot « cessez-le-feu » a déjà été évoqué au moins 2 ou 3 fois par différents camps. La Chine et le Vietnam ont tous deux appelé à l'arrêt total des combats. Anwar Ibrahim a appelé à un cessez-le-feu, et il est prêt à jouer le rôle de médiateur. Je suppose que c'est acceptable, puisqu'il est aussi le président de l'ASEAN cette année. Oui, il a la présidence de l'ASEAN, donc c'est logique. En ce moment, les Philippines l'auront l'année prochaine. Là, ce serait une catastrophe. Oui, tu imagines Marcos? Oh mon Dieu. Voilà. Donc, si tu réfléchis à cette période aussi, si l'ASEAN était suffisamment perturbé et qu'il pouvait tenir jusqu'à la présidence des Philippines l'an prochain, ça ne présage rien de bon pour l'ASEAN. Je ne pense pas que les Philippines seront pro-ASEAN. Je ne pense pas qu'ils seront vraiment utiles, pas du tout. Non, parce qu'ils sont en colère contre l'ASEAN, qui selon eux ne les aide pas assez en mer de Chine méridionale, en mer de Chine orientale, concernant les îles et tout ce qui s'ensuit face à la Chine. Ils sont fâchés à ce sujet, c'est pourquoi ils se rangent du côté des Américains. Ils n'ont besoin d'aucune aide. De quelle aide auraient-ils besoin? Je veux dire, vous savez, ils choisissent cela, non? Ils se comportent comme une colonie. Oui, mais il faut dire, et on s'écarte un peu du sujet, que l'homme actuellement à La Haye, qui a été extradé là-bas, l'ancien président Duterte, a essayé pendant 6 ans d'être aussi proche et conciliant que possible avec la Chine. Et les Chinois n'en ont pas profité. Ils ont simplement renforcé leur puissance militaire. Donc il est logique, du point de vue philippin, de dire « Hey, ça n'a pas marché, alors il faut adopter une approche plus conflictuelle », ce qui n'est pas une bonne chose. C'est la voie ukrainienne. C'était bénéfique pour leur économie. L'économie philippine n'est pas... Vous savez, la seule raison pour laquelle l'économie philippine se porte un tant soit peu bien, c'est parce qu'elle reçoit tellement de subventions des États-Unis. Oui. D'accord. Eh bien, nous nous égarons. C'est un tout autre sujet. Mais Digby, y a-t-il quelque chose à ajouter sur le Cambodge et la Thaïlande qui n'a pas encore été dit? Résumons. Donc, il semble que dans un premier temps, il s'agisse d'une lutte de pouvoir interne en Thaïlande. C'est la première conclusion à tirer. Le deuxième point, c'est qu'en interne au Cambodge, cela renforce le contrôle du Premier ministre Hun Manet, le plus jeune, n'est-ce pas? Cela contribue à renforcer son emprise sur l'armée et, de manière générale, sur le gouvernement. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de vraiment majeur.
mais je pense clairement que cela lui donne quelques points de pourcentage d'influence supplémentaire sur ses institutions dans le pays. Le Vietnam, de son côté, en tire un avantage commercial en obtenant un meilleur accès au marché cambodgien, ce qu'il craignait de perdre à cause du canal. Et ils ont également plus d'influence politique au Cambodge à cause de cela. Les Américains vont être satisfaits car ils constatent davantage de division et de fragmentation. Leur allié, les Philippines, va prendre la présidence de l'ASEAN l'année prochaine. Ils pourraient donc être en mesure de poursuivre ce type de fragmentation, comme ils l'ont fait en Europe, ce qui est ma plus grande crainte. Et avec les actions sur le terrain, écoutez, il pourrait y avoir encore des morts. Jusqu'à présent, combien de personnes sont réellement mortes? Un soldat au Cambodge, c'était la première chose. Puis 2 civils en Thaïlande. Et maintenant, les chiffres ne sont pas clairs. Environ 12, quelque chose comme ça. Il y avait pas mal de civils du côté thaïlandais. C'est pourquoi la Thaïlande déborde maintenant de haine envers le Cambodge, ce qui est vraiment grave. Vous n'avez pas de chiffres rapides. Je n'ai encore aucune confirmation sur le nombre total de morts. Je pense que ce n'est toujours pas clair. Nous pouvons confirmer qu'il y a eu 2 décès, mais je ne peux pas confirmer 12 ou 26 morts. J'ai vu passer plusieurs chiffres, mais rien de tout cela ne peut être confirmé pour l'instant. D'accord, disons que pour l'instant c'est pas clair, mais il y a eu des victimes. Oui, il n'y a pas encore de mobilisation massive. Ce sont toutes des actions très limitées, à petite échelle. Il s'agit principalement de tranchées, de soldats d'infanterie et de choses de ce genre. Il y a quelques pièces d'artillerie, quelques systèmes de roquettes. D'après ce que je comprends, il n'y a pas encore de chars ou quoi que ce soit de ce type. Un F-16 a été envoyé dans les airs par les Thaïlandais. Donc à ce stade, il s'agit surtout de signaux, mais pas vraiment de combat. Oui, donc c'est juste une question d'influence ici. Mais qui exactement, quel est le but de tout cela? Cela reste encore inconnu, je pense. Oui, et peut-être que personne ne sait. Mais nous devons rester très vigilants et nous poser sans cesse la question, à qui profite le crime? Oui, cui bono, exactement. C'est vraiment ça l'essentiel. Qui en profite, n'est-ce pas? Très bien, nous en reparlerons. Digby, je vous remercie beaucoup pour votre analyse très détaillée. Tous ceux qui souhaitent vous suivre devraient aller sur votre Substack, le Long May Kong, et je mettrai les liens dans la description. Digby Ren, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Avec plaisir, Pascal. C'est un plaisir d'être à nouveau avec vous.